Salut mes amis curieux. Alors, comme promis, aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées sur Insta ou sous les commentaires de mon avant-dernière vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne deviens pas mainstream. Comme je l'avais prévu, grâce à ma formidable communauté, il y a pas mal de questions très intéressantes. Et donc, ça devrait être un Q&A un peu plus intéressant et utile pour vous que les Q&A de certains youtubeurs fitness qui vous disent combien de fois ils font caca par jour ou qui vous parlent de leur dernière rupture amoureuse. En tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous avez encore sans doute quelques mois devant vous avant que je devienne un youtubeur célèbre qui pensent juste à faire des vues et du fric. Donc il y a pas mal de gens qui se sont prêtés au jeu. J'ai reçu plus de 50 questions. Du coup, je ne vais pas pouvoir toutes les traiter aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, si jamais je ne réponds pas à votre question dans ce Q&A, j'y répondrai dans le prochain. Donc pas d'inquiétude, je ne vous snob pas, je répondrai à tout le monde. Sauf si des questions sont des doublons, dans ce cas j'y répondrai qu'une seule fois. Donc je vais répondre à quelques questions d'Insta et quelques questions de YouTube, pas forcément dans l'ordre, parce que déjà de base, je n'écris pas de script pour mes vidéos, vu que je suis un improvisateur sauvage. Donc si vous pensiez que j'allais être organisé pour mes Q&A, vous allez être déçu. Bref, commençons. Alors, première question d'Azerty. Comment améliorer son bench comme ton collègue lorsqu'on ne l'a jamais entraîné? Donc, mon collègue, c'est un de mes derniers élèves. Et du coup, récemment, j'ai mis une story de lui qui faisait un bench à 100 kg au bout de quelques séances très facilement avec une très bonne vélocité. Déjà, il faut savoir que cet élève est sans doute la personne avec la meilleure explosivité naturelle que j'ai jamais vue, que j'ai jamais coaché également. Donc, il a de très très grosses facilités sur tous les mouvements pour être très explosif. Et qui dit être très explosif dit généralement avoir de bonnes perfs. Et en plus d'être explosif, il a également une très bonne génétique générale pour la force. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui sera capable de faire un bench à 100 kg aussi rapide en 3-4 séances de bench. Clairement, il a des très grosses facilités. Après, c'est quand même quelqu'un qui est assez lourd, et du coup, ça joue aussi. Et c'est également quelqu'un qui a déjà un petit niveau au dips. Et les dips, ça transfère beaucoup sur le bench. Donc voilà, ne vous comparez pas à quelqu'un qui n'a pas le même poids, qui n'a pas les mêmes facilités, qui n'a pas la même génétique que vous. Progressez à votre rythme. De toute manière, vous n'avez pas le choix. Et du coup, pour la deuxième partie de la question, comment améliorer son bench lorsqu'on ne l'a jamais entraîné? Si par là, tu veux dire comment avoir un meilleur bench sans entraîner son bench, ben dans ce cas, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le transfert, sur les transferts de force. Et dans ce cas, eh ben, il faut tout simplement faire des exos qui auront un bon transfert sur le bench. Donc par exemple les dips lestés, les pompes lestées, dans une moindre mesure, tout ce qui sera handstand push-up, développé militaire, par exemple exo d'isolation des triceps, etc., etc. Donc le bench, grosso modo, ça va être pec, épaule, triceps. Et donc si tu n'as pas de quoi faire de bench ou de variante proche, eh bien, il va falloir augmenter ta force sur des exos qui travaillent ces muscles-là. Donc idéalement, des exos qui travaillent à la fois les pecs, à la fois les deltos, à la fois les triceps. Donc typiquement, pompe, lesté, dips lesté, etc. Alors, Thibaut demande, meilleur exo pour la one arm pull-up d'après toi? Clairement, les tractions lestées, coude vers l'avant. Ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que la plupart des gens vont se dire que le plus efficace, ça va être de faire des variations de traction un bras assistée, des exos à un bras. Donc par exemple, des tractions un bras en se tenant le poignet, en se tenant le coude, assisté à l'élastique, avec un contrepoids, etc., etc. Ou des tractions archées. Mais moi, je suis pas fan pour plusieurs raisons. Déjà, le tracking est souvent compliqué quand on s'assiste avec notre bras. On ne sait pas à quel point l'autre bras aide. Si on manque de force, il va falloir s'assister comme un malade, vraiment beaucoup s'aider avec l'autre bras, ça peut dénaturer le mouvement, etc. Souvent, je trouve que c'est des variantes pas pratiques. Et en fait, moi, ce que je trouve le mieux pour gagner le gros de votre force sur la traction un bras, c'est tout simplement d'avoir déjà une très bonne base de force en traction lestée, coude vers l'avant. Donc pas coude ouvert. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le même angle articulaire que sur la traction un bras. Donc moi ce que je ferais avant de partir sur des variantes Saint-Gesque, ce serait d'essayer d'au minimum débloquer une traction coude vers l'avant, lestée à au moins 80% de votre poids du corps, idéalement 100%. Une fois que vous avez une traction 100% PDC, coude vers l'avant, moi je vous conseillerais plutôt en neutre ou en supination, plus confortable. Là, vous devriez avoir plus ou moins la force pour faire une traction un bras, et du coup vous pourrez vous entraîner avec des variantes à un bras avec assez peu d'assistance, et en fait vous aurez juste un petit peu d'adaptation technique, de schéma moteur à développer pour avoir votre traction un bras.
Donc selon moi, c'est la meilleure approche. Il y a vraiment une relation très linéaire entre vos performances en traction lestée coude vers l'avant et votre force en traction bras. En exo secondaire d'assistance, à la limite, je pourrais également conseiller les Baby One Arm Pull-Up, mais ça je ferai une vidéo plus détaillée dessus parce que c'est un petit peu complexe à traquer et à mettre en place. Alors, Captain Nanterre demande « Tu fais quelle taille et quel poids ?» Je fais 1m70 pour actuellement 60 kg. Et généralement, mon poids va varier entre 58 au plus bas, généralement en été, et 65-66 kg au plus lourd, généralement en hiver. Mais j'essaye de rester autour de 60 kg parce que j'aimerais bien faire de la compète dans ces catégories de poids-là. Donc grosso modo 60 kg à l'année. Alors, Riyad demande « Je stagne depuis 3 semaines sur 2 reps de one arm pull-up moins 15 kg, est-ce normal ?» Ça dépend. La stagnation n'est jamais normale, mais la question que je te poserai plutôt, c'est est-ce que tu progresses sur les autres rep range? Si tu stagnes sur ton 2 RM, mais que tu progresses sur ton 5 RM, ou sur ton 10 RM, ou sur ton 12, 15 RM, ou que tu progresses par exemple sur des tractions lestées, je ne me ferai pas de soucis. Ça peut arriver de progresser pendant plusieurs semaines sur des RM un peu plus élevés, typiquement du volume et de l'endurance, galérer à progresser en force, mais si tu progresses sur les autres rep range, à terme ça va se débloquer. Moi je sais que très régulièrement, j'ai tendance à pas mal stagner sur mon 1 rep max aux tractions, mais à progresser sur mon 3 rep max, 5 rep max, 8 rep max, 10 rep max, 15 rep max, et au bout d'un moment, à force de progresser sur les autres rep range, un jour ça se débloque d'un coup, je rajoute 2 kg facilement sur mon 1 rep max et ça repart. Les rep range sont liés. Si vous progressez régulièrement sur votre 8 rep max, votre 1 rep max va s'améliorer. Si vous progressez régulièrement sur votre 1 rep max, votre 8 rep max va s'améliorer. Les gens qui vous disent le contraire ne comprennent rien. Donc, si jamais tu stagnes que sur le 2 RM et que tu progresses ailleurs, je me ferai pas de soucis. Si par contre tu stagnes sur tous tes RM, là il y a quelque chose à changer. Et peut-être que justement la piste c'est de varier les RM. Si justement tu fais que des RM bas, pas hésiter à faire un peu plus des RM de volume, d'endurance, etc., etc. Alors, question suivante, vos conseils pour devenir un giga Tchad full testo, full meuf. Commenter ma chaîne, partager toutes mes vidéos, s'abonner et acheter mon coaching séduction à seulement 500 € par mois. Mais dépêchez-vous, cette promotion est limitée dans le temps et il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, Lenny demande « Quel sport as-tu pratiqué au cours de ta jeunesse ?» Avant mes 15 ans, rien du tout, sauf si on considère les jeux vidéo comme un sport. Et sinon, à partir de mes 15 ans, j'ai commencé avec une méthode au poids du corps très connue et très mauvaise, parce que je me trouvais trop maigre. Après moult phases d'arrêt et de blessures, je me suis mis à la boxe thaïlandaise quelques années, puis à la boxe française pas très longtemps, parce que ça m'a pas plu, puis j'ai fait de la boxe anglaise. Ensuite, si je dis pas de conneries, je me suis mis au street à l'époque. Mais vu que je faisais n'importe quoi, je me suis très vite blessé l'épaule, donc j'ai à nouveau une longue phase d'arrêt pour blessure. Avant ça, j'avais fait de la salle aussi, mais pareil, je faisais n'importe quoi. Après cette phase de blessure, je me suis mis à faire du Krav Maga quelques années, un petit peu de free fight, mais pas en club, pas mal de sports de combat aussi, mais pas en club. Et après, j'ai arrêté le Krav et je me suis remis au street, si je dis pas de conneries. Puis j'ai commencé à investir dans mon home gym et là je me suis mis petit à petit plus à tout ce qui était musculation avec fonte, powerlifting, musculation traditionnelle. Et petit à petit jusqu'à aujourd'hui ça a évolué en une espèce de gros mix bizarre, singesque avec un mélange de street, de musculation, d'équilibre, de singerie, etc., etc. Ah, et j'avais fait un peu de parcours aussi à une époque. Je crois que c'est tout pour mes anciens sports. Ah non, petit, j'avais fait aussi du judo, du tennis, des trucs comme ça, mais à chaque fois j'arrêtais au bout d'un mois parce que je n'aimais pas le sport et parce que j'étais nul. Alors, Fabi Schoff demande front squat utile ou pas? Ça dépend. Utile pourquoi? En soi, aucun exo n'est utile et tous les exos sont utiles. Donc ça dépend vraiment quel est l'objectif. Savoir faire la planche, savoir faire le drapeau, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité, ça n'est pas du tout fonctionnel entre guillemets, ça n'a aucun transfert sur la plupart des sports. Et en fait, par exemple, si on fait du drapeau, le but de faire du drapeau, c'est de faire du drapeau. L'exercice en lui-même est la finalité de l'exercice.
Pour le front squat, encore une fois, ça dépend de ton objectif. En soi, c'est un très bon exo pour les quadris, c'est un très bon exo de squat en général. Ça travaille la rigidité du front, du tronc, ça demande moins de poids, par exemple que les variantes en low bar, donc ça peut aussi être une alternative. Selon ce que tu fais comme sport à côté ou selon ce que tu recherches comme transfert, ce sera plus utile que le low bar par exemple. Typiquement, si tu fais de l'haltérophilie ou si tu veux du transfert sur ton pistol squat, typiquement tout ce qui est front squat, high bar squat, ça aura plus de transfert que du low bar squat. Donc en soi, le front squat peut être utile ou peut être inutile. C'est une variante de squat qui a ses avantages, ses inconvénients, ses forces, ses faiblesses et qui met plus l'accent sur certains muscles que sur d'autres. Alors ensuite, Léo demande intérêt du travail des mouvements partiels. Oui, beaucoup d'intérêt. Ça, j'ai déjà fait une série de vidéos dessus. Donc dans mes playlists, c'est entraînement partiel, car c'est un sujet qui est compliqué. Pour moi, les mouvements partiels, c'est un cheat code énorme. C'est extrêmement utile. Ça marche super bien. Mais il faut savoir pourquoi on le fait, comment on le fait. Sinon, on se retrouve vite à faire de l'ego lifting ou à faire n'importe quoi. Ok, donc là, on a répondu à quelques questions sur Insta. Donc maintenant, on va passer à quelques questions sur YouTube. Alors, Leighton Hams demande le meilleur moyen de récupérer. Alors, il y a plein de petites choses qui améliorent la récupération, les compléments alimentaires, les automassages, les mobilisations articulaires, les températures contrastées, etc., etc. Mais selon moi, le plus important de très très loin, ça va être les choses basiques. Donc, le sommeil, dormir suffisamment longtemps, dormir correctement, dans de bonnes conditions, la diète, manger suffisamment pour vos besoins, manger des aliments nutritifs, ne pas avoir de carences, s'hydrater correctement, etc. Ça peut paraître très bateau comme conseil, et ça l'est. Souvent, les gens vont un peu chercher des méthodes miracles pour mieux récupérer, mais le fait est que 99% de votre récupération, ça passe par les choses basiques. Vous pouvez prendre les compléments alimentaires que vous voulez, vous pouvez faire les protocoles de mobilité que vous voulez, vous pouvez passer autant de temps que vous voulez à vous automasser. Si votre sommeil est pourri, si votre diète est pourrie, vous récupérerez mal. Et ensuite, si je devais rajouter un troisième point très important, ce serait comment vous structurez votre entraînement sur la semaine, comment vous structurez vos séances, grosso modo, comment vous périodisez. Donc si vous vous entraînez trop régulièrement, si vous avez trop de junk volume, si vous mettez trop d'intensité dans vos séances, trop souvent, là pareil, vous pourrez avoir le meilleur sommeil du monde, la meilleure diète du monde, vous récupérerez mal. Donc pour résumer, les 3 points les plus importants pour bien récupérer: bon sommeil, bonne diète, bonne périodisation. Une fois que les bases sont saines, une fois que tout ça c'est bien maximisé, là vous pouvez commencer à vous tourner vers des compléments alimentaires qui vont vous aider à mieux récupérer. Vous pouvez commencer à rajouter des automassages, des températures contrastées, de la récupération active, mais le plus important ça reste les bases. Alors ensuite, Brandon demande c'est quoi ton pire fail, notamment avec des charges lourdes. Avec des charges lourdes, j'ai pas vraiment de gros fails, pas que je me souvienne du moins, tout simplement parce que je ne suis pas un golemon comme beaucoup de gens dans le powerlifting et dans le strongman, et que quand j'utilise des charges lourdes, je fais toujours en sorte d'avoir des sécurités. Donc si je veux faire du squat lourd, du bench lourd, du développé militaire lourd, je le fais dans mon rack, dans ma cage à squat, avec les sécurités ajustées à la bonne hauteur pour que justement, si jamais il y a un problème, je puisse reposer ma charge sur les barres et basta, tout va bien. Donc je fail très souvent des essais de RM avec des charges lourdes sur des exos dangereux, mais si vous avez bien réglé vos sécu, ça ne pose pas de soucis. La majorité des fails que vous voyez dans les compiles de Gym Fail et compagnie, au squat, au bench, etc., c'est quasiment toujours évitable avec un peu de bon sens. Mais du coup, si je devais dire un de mes fails, je crois que le pire, c'était à une époque où j'avais vraiment pas le niveau et où j'ai essayé de faire du Zanetti aux anneaux avec un gros délestage élastique, sachant qu'à l'époque j'étais déjà très loin de la maltaise, donc je vous laisse imaginer l'assistance que je devais utiliser pour faire ça. Et où, au moment de décoller les pieds, j'avais tellement d'assistance que j'ai fait un salto avant, tout simplement. Heureusement, grâce au Krav Maga, je suis un grand spécialiste de la roulade avant, et du coup, je ne me suis pas fait mal, sauf à mon ego. Alors ensuite, mon ami La Fumée demande comment être dans les meilleures conditions pour s'entraîner et pas faire ouin-ouin. Alors, pour ne pas faire ouin-ouin, c'est très simple, il faut juste être un adulte. Même si ça nous arrive à tous de faire
quand on fail une série au squat ou autre. Et les meilleures conditions pour s'entraîner, c'est un vaste sujet, donc ça il faudrait que je fasse une vidéo en détail. Mais je dirais bien placer son entraînement dans sa semaine ou dans sa journée. Donc un moment où vous avez suffisamment de temps pour vous entraîner correctement, où vous pouvez bien vous focaliser sur ça, pas avoir l'esprit ailleurs, être en forme. Donc que ce soit tôt le matin, tard le soir, ça dépend des gens. Que ce soit bien placé par rapport à vos repas également. Donc là encore une fois ça dépend des gens. Donc il y a des gens qui vont digérer très lentement. Donc s'ils font un gros repas, ils vont devoir attendre plusieurs heures avant de pouvoir s'entraîner, sinon ils vont se sentir lourds. Et à l'inverse, d'autres gens comme moi, on va avoir tendance à digérer très vite. Et du coup il faudra faire un gros repas proche de l'entraînement pour se sentir en forme et pour pas avoir l'impression qu'on va s'évanouir au bout d'une heure. Nice. Ensuite, un autre truc qui peut aider, ça va être tout ce qui est les excitants, donc pour maximiser son entraînement, donc tout ce qui est café, Red Bull, Monster, pilule de caféine. 3, 4, 5, Je vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui de si c'est bon pour la santé ou pas, 11, 12, 13. mais par contre, c'est clairement quelque chose qui peut aider à faire un meilleur entraînement, à mieux perfer. 17, 18. Un autre truc qui peut aider, ça va être de faire son plan d'entraînement, de visualiser un peu dans son entraînement, de se mettre dans le bain mentalement un peu à l'avance, savoir les PR que vous allez tenter, grosso modo, commencer à vous faire un petit check-up, histoire de passer un peu d'un état de repos à un état d'entraînement mentalement déjà. Un autre truc qui peut aider, ça peut être de vous hyper, donc en fait de vous faire monter un peu en pression, de vous exciter grosso modo pour votre entraînement. Donc ça peut être en regardant des vidéos de vos athlètes préférés, des compilations. Mais ça peut être n'importe quoi, tant que ça vous hype, ça peut être des scènes de films que vous trouvez épiques ou motivantes ou badass. Ça peut être des scènes d'animé, des AMV. Quoi, tu oses te moquer de Gérard le Costaud? Tu vas le payer de ta vie. On ne frappe pas une femme. Écouter de la musique, méditer, repenser à votre ex qui vous a quitté pour un giga tchad, peu importe. Juste un truc qui vous booste, un truc qui vous donne envie d'aller lever du lourd. Et enfin, un autre point qui peut vous aider à faire de meilleures séances, qui rejoint un peu les points précédents, ça va être d'avoir des petits rituels. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Ça peut être votre petit café pré-entraînement, ça peut être une musique, ça peut être méditer. Un truc qui va vous faire passer d'un état de repos, d'un état de chill, à un état où vous avez envie de tout pulvériser, grosso modo. Et qui vous met dans le bain, qui fait comprendre un peu à votre corps et à votre cerveau, ok, là c'est l'heure de l'entraînement. Donc on met tout le reste de côté, maintenant on va s'entraîner. Et évidemment, un des points les plus importants pour faire une bonne séance, faire un bon échauffement. Donc avoir un échauffement cohérent, bien fait, et le faire sérieusement. C'est clairement un des trucs les plus importants pour bien parfait, pour ne pas se blesser, pour faire une séance correcte. Alors ensuite, Romain demande « Salut Mister, y a-t-il des moyens d'améliorer sa manœuvre de Valsalva ?» Oui. Tout à fait. Donc ça, si tu ne l'as pas vu, j'ai fait une vidéo bien complète sur le sujet. Mais grosso modo, la manœuvre de Valsalva, elle va principalement s'améliorer à force de pratique et à force d'expérience personnelle. Une fois que tu as bien compris la technique, une fois que tu as bien intégré la manœuvre, au plus tu vas la faire, au plus tu vas apprendre à bien la doser. Donc selon la charge que tu vas utiliser, tu vas plus ou moins la faire forte ou faible, grosso modo. Après, si tu veux un petit peu plus la travailler, tu peux essayer de faire l'exo éducatif dont je parle dans ma vidéo avec les poids sur le bide. Mais vraiment, la manœuvre de Valsalva, c'est beaucoup de pratique, beaucoup d'expérience pour vraiment la maîtriser parfaitement, selon moi. Alors, question suivante, Brandon demande « Comment ça se fait que les coups de ventre soient si puissants chez les gens qui ont un gros ventre ? Recevoir un coup de ventre, ça t'apprend à voler. » Question intéressante. Je pense que c'est parce qu'ils ont un gros ventre, tout simplement. Alors ensuite, mon bon Rey Hamza demande « Tu t'y connais en légumes simples, rapides à préparer et pas trop chers? En tant qu'étudiant, j'ai pas l'alimentation la plus riche. Ta réponse en aidera sûrement d'autres. » Alors, Oui. selon moi, un des meilleurs plans pour manger des légumes facilement, sans se casser la tête et pas cher, c'est les légumes surgelés, tout simplement. Que ce soit en bio ou en pas bio, vous pouvez trouver des légumes à parfois 1 € le kilo, 2 € le kilo, donc vraiment pas cher.
1 € le kilo, c'est moins cher que des pâtes. Donc là, il n'y a aucune excuse pour ne pas en consommer. Par exemple, je trouve régulièrement 1 kilo de champignons de Paris surgelés pour 1 €, 1 kilo d'oignons déjà découpés pour 1 €. Tout ce qui va être les brocolis surgelés, c'est très peu cher. Courgettes surgelées, pareil. Épinards, pareil. Donc vraiment, c'est le bon plan. En plus, c'est déjà coupé, c'est déjà préparé. Parfois, c'est déjà pré-cuit. Donc en fait, vous pouvez juste les foutre au micro-ondes, les réchauffer quelques minutes pour que ça décongèle et pour que ça se réchauffe. Vous mélangez ça à des pâtes, vous mélangez ça à du riz, vous mettez des épices. Franchement, c'est pas mal. Et surtout, c'est extrêmement pratique, extrêmement rapide à faire et pas cher. Donc quand vous n'avez pas le temps ou pas le budget, c'est selon moi le meilleur plan. Idem d'ailleurs pour les fruits rouges. Tout ce qui est fruits rouges, c'est hyper intéressant pour la santé, mais ça coûte une blende et ça se conserve pas longtemps. Donc le bon plan, c'est de prendre des fruits rouges surgelés. Et là, du coup, c'est beaucoup plus abordable. Vous pouvez trouver des fruits rouges surgelés pour 4-6 € le kilo, ce qui est franchement pas si cher. Donc clairement, légumes surgelés, meilleur plan. Après, si vous voulez des légumes frais, pas chers, ça dépend, mais généralement tout ce qui va être carottes, vous pouvez en trouver pour vraiment très très peu cher et des grosses quantités. Courgettes, souvent c'est pas cher. Enfin bref, le mieux c'est d'aller, si vous voulez pas prendre de surgelé, vous allez dans votre magasin, vous comparez les prix au kilo et il y a régulièrement des légumes qui sont à moins de 4 € le kilo, donc pas très cher. Alors, ensuite, Will Warren demande: est-ce que le sommeil apporte plus de récup que l'alimentation ou l'inverse? Question compliquée parce que ça dépend à quel point ton alimentation est pourrie ou à quel point ton sommeil est pourri. Si tu as une alimentation un peu bof, mais qu'à côté tu dors qu'1 heure par nuit, clairement le sommeil va beaucoup plus impacter que l'alimentation. Par contre, si avoir un mauvais sommeil, c'est dormir 6 heures par nuit et avoir une mauvaise alimentation, c'est faire tout ton apport calorique sur des chips et sur du Nutella, bah là clairement c'est l'alimentation qui va le plus impacter négativement. Donc pour moi les deux sont giga importants. Et ça dépend vraiment de à quel degré on parle, quoi. Mais bon, si je devais vraiment dire un des deux, je dirais que le sommeil est plus important que l'alimentation. Une alimentation un peu bof ou une alimentation qui manque pas mal de micronutriments, avec pas mal de carences et tout, le corps peut quand même compenser avec plein de choses. Le corps est quand même bien fait pour remplacer certains nutriments ou pour compenser le manque, alors que le manque de sommeil, généralement, il n'y a pas trop d'alternatives, quoi. Au bout d'un moment, il faut dormir. Alors, ensuite, Emeric demande: tu penses quoi du Zercher Fant et Zercher Bulgarian pour le potentiel de chargement? Je suppose que par potentiel de chargement, tu veux dire que c'est plus pratique tout simplement parce qu'à partir d'un certain poids, en squat bulgare par exemple ou en fente, le grip peut lâcher, on peut mettre des sangles, ou alors les haltères peuvent venir gêner à cause de la largeur des disques au niveau des jambes, etc. Et dans ce cas, oui, le Zercher fente, le Zercher squat bulgare, ça peut être une alternative intéressante. C'est des bons exos dans tous les cas. Si tu trouves ça plus pratique dans ton cas, que ça permet de faire du tracking et que ça te permet de charger plus confortablement, ça ne pose aucun souci. C'est des exos qui marchent, c'est des exos efficaces, c'est des exos intéressants. Juste parfois ça peut avoir tendance à changer un peu la mécanique selon comment tu faisais tes squats bulgares ou tes fentes aux haltères, mais ça c'est un petit peu la même chose que passer d'un Zercher squat, un high bar squat ou un high bar squat, un low bar squat. Ça peut légèrement changer la mécanique du mouvement et donc changer un peu l'activation, donc avoir un petit peu plus de chaîne postérieure, un peu moins de quadri, un peu plus de quadri, moins de flexion de cheville, plus de flexion de cheville, etc. etc. Alors, Super Scoo demande: c'est quoi tes perfs dont tu es le plus fier? Street et muscu. En soi, je suis assez fier de beaucoup de mes perfs, car de base, j'ai une très mauvaise génétique, donc rien que réussir à être confirmé sur certains mouvements, je suis très content. Mais si je devais dire les exos où je suis le plus fier, c'est sans doute tout ce qui va être rack pull et deadlift, où je suis très bon. Tout ce qui va être traction et traction un bras, où pareil, ça fait partie de mes meilleurs exos. Et également toutes les variantes de curl, donc strict curl, curl incliné, sit curl, curl bar, etc. Donc grosso modo, les perfs dont je suis le plus fier, ça va être les exos où je suis le plus fort, tout simplement. Alors, ensuite, NL demande: quand est-ce que vous avez eu votre full planche? Je sais de sources fiables que vous l'avez eu récemment. Signé Mouette. Malheureusement, votre source fiable se trompe. Je suis actuellement à la tuck planche. Alors, ensuite, Grégoire Garnier demande ton avis sur l'utilisation des anneaux. Pour débutants, intermédiaires, confirmés, prévention blessure, hypertrophie, force. Oui. Oui, à tout ça. Les anneaux, c'est comme la fonte. C'est comme les élastiques, c'est comme le poids du corps. C'est des outils. Donc, ça peut être adapté à tout le monde. Aux débutants, aux confirmés,
à l'athlète d'élite, ça peut être utilisé pour l'hypertrophie, ça peut être utilisé pour la force, pour l'endurance, pour la prévention des blessures. Il faut juste que ce soit les bons exos qui sont utilisés, la bonne intensité, les bonnes régressions, les bonnes progressions, les bons rep range, etc. Mais sinon, c'est un super outil, très efficace, très pratique. On peut le foutre plus ou moins partout, ça coûte pas cher, c'est durable. Si on est quelqu'un qui voyage souvent, ça prend peu de place dans un sac, donc même si vous faites un tour du monde, vous pouvez prendre vos anneaux avec vous et vous entraîner, et ce, peu importe votre niveau. Donc oui, les anneaux, super investissement, super outil. Donc voilà, c'est tout pour les questions du jour. Encore une fois, si je n'ai pas répondu à vos questions, ne vous inquiétez pas, je les ai vues, j'y répondrai dans le prochain Q&A, pour éviter d'avoir une vidéo de 45 minutes. Donc si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des questions pour le prochain Q&A, n'hésitez pas à également les mettre sous cette vidéo. Au moins je pourrai les retrouver facilement. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez d'autres questions ou que vous voulez discuter avec votre idole de toujours, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou laisser un commentaire. Et je vous dis à plus.